Je le prends tout à l'heure David. parce que ça va là. C'est David. Merci. Ouais. Ouais, mais prends pas tout, David, parce que moi aussi j'en veux. Bah, tiens, je te donne. Non, je pas dit là. Dire dans notre dossier de recevoir Véronique César Kortulewski. C'est oui, Titi. Mais puis je me suis dit, oh, mais c'est moi ça, c'est moi. Enfin, On se reconnaît. tous, Eh oui, on se reconnaît. Catherine dans À votre santé. Bonjour à tous. Aujourd'hui dans notre émission, Margot et sa chronique À vos marques prêt bouger nous parlera du sport et de la perte de poids. Et puis un dossier spécial autour de la psychogénéalogie et j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Véronique César Kortulewski, auteure de l'ouvrage La psychogénéalogie, comprendre sa famille et décider d'être soi. Bonjour Véronique. Bonjour Catherine. Alors Véronique, tout d'abord, si tu peux te présenter. Avec plaisir. Donc, eh bien, en fait, je suis tombée dans la marmite du développement personnel il y a un peu plus de 20 ans. Le hasard, mais il n'y a pas vraiment de hasard, m'a amenée dans les pas d'une dame qui était sophrologue, qui m'a fait faire une séance de sophrologie. Je ne connaissais pas. Et du coup, en sortant de chez elle, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé ma voie. C'est ça. Donc, j'ai trouvé ça génial. Le déclic. Le déclic. Donc, je crois que la semaine d'après, je suis allée m'inscrire en formation. Oui. Et donc, j'ai de démarré. psychogénéalogie. Alors, d'abord, sophrologie. Non, de sophrologie. Ouais. J'ai fait sophrologie, réflexologie plantaire parce que j'avais eu l'expérience d'avoir été travaillée au niveau des pieds pour un mal de dos et puis j'avais plus mal, donc c'était génial. Et puis, j'ai démarré, j'ai ouvert un cabinet. Et je faisais sophrologie et réflexologie plantaire. Et puis la sophrologie, qui est un merveilleux outil pour apprendre à gérer les émotions négatives, était très chouette, mais il me manquait quelque chose. C'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Je me suis dit, c'est bien d'apprendre à gérer les émotions négatives, c'est bien d'apprendre à gérer notre mal-être, mais si on allait vraiment chercher pourquoi on a des émotions négatives et pourquoi on est en mal-être, peut-être que ça serait mieux. Au lieu de gérer, on enlèverait complètement le mal-être. Aller à la cause, C'est à ça. l'origine, aller plus loin. C'est ça. Donc j'ai rencontré une personne qui travaillait sur les schémas familiaux. Et puis tout de suite, ça m'a parlé. Puis je me suis dit, oui, rien que mon histoire à moi, on vient tous d'une histoire, d'une famille, de guerre. Et je me retrouvais quand même en me disant, non, je ne veux pas du tout ressembler à. Et puis je m'apercevais que je ressemblais à. Donc, je me suis dit, ça, c'est pour moi. Donc, j'ai fait une formation en psychogénéalogie. Je me suis beaucoup intéressée, j'ai beaucoup lu. Ça m'a passionnée. En fait, c'est vraiment devenu une passion. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, lorsqu'on travaillait sur la famille, on comprenait tout. On comprenait. Ça avait du sens. Ah oui. Qui on est, ce qu'on fait, qui on rencontre, ce qu'on rate. Tout, en fait, c'est génial. Et tu pouvais faire des liens entre toutes ces choses-là. C'est ça. Et comme un puzzle, en fait. Exactement, c'est un puzzle. Alors j'utilisais avant le terme oignon, je disais on enlève pelure par pelure, mais là, il n'y a pas longtemps, j'ai une élève à moi qui m'a dit, en fait, non, je préfère artichaut. On enlève les petites feuilles d'artichaut et on en arrive au cœur. Et on arrive au cœur, voilà. c'est beau. Et j'ai trouvé que ça. c'était joli. Mais oui, voilà. oui. Le tout, c'est de ne pas avoir un cœur d'artichaut. Et voilà. Mais en tout cas, on va travailler sur le cœur de la personne et vraiment, c'est chouette. Et revenir à l'essentiel, finalement. Hein. Revenir à soi. Revenir à soi. Oui, parce qu'on s'aperçoit en fait qu'on est très très en lien avec ce qui se passe dans notre famille et sans s'en apercevoir. C'est inconscient. C'est ça. C'est comme si à la naissance, et bien avant d'ailleurs, puisque maintenant on en parlera, c'est prouvé scientifiquement, c'est comme si on arrivait avec un héritage. Oui. Et que parfois on a l'impression de faire nos propres choix, mais en fait on est guidé, on est très très guidé par ce qui se passe, par ce qui s'est passé au-dessus. Oui, parce qu'on parle tout le temps de l'héritage génétique, mais il n'y a pas que ça, il y a tout cet héritage dont tu vas nous parler, psycho-émotionnel. Tout à fait. Et d'en tenir compte, c'est fondamental. Moi quand je forme mes élèves et l'origine, je suis naturopathe, on le sait, l'origine, la cause
de la plupart des maladies vient d'un traumatisme, vient de la dimension psycho-émotionnelle. Tout à fait, tout à fait. Alors, et ce qui est épatant, c'est qu'en fait, la psychogénéalogie qui a été mise au point, je dirais, dans les années 70 par une dame qui est décédée l'année dernière à Nancelin-Schutzenberger. Oui, Il y a c'est une d'autres grande personnes dame. qui s'y sont intéressées aussi. N'était que hypothétique. Et elle s'était rendue compte notamment qu'après les guerres, il y avait des personnes, des descendants de gens qui avaient vécu la guerre, qui n'avaient pas du tout vécu le traumatisme de la guerre et qui pourtant remplissaient leur placard à outrance de peur de manquer de nourriture, qu'ils achetaient des chaussures parce que dans la famille les gens avaient marché pieds nus. En fait, elle s'était rendue compte qu'il y avait une espèce de réminiscence de choses qui avaient été vécues par des ancêtres, mais du coup que les gens portaient. Donc à la base, la psychogénéalogie était hypothétique et basée sur des observations. Et puis récemment, puisque il y a quelques années, on s'est aperçu, les généticiens se sont aperçus que on pensait que le génome, on naissait avec un génome, donc l'ensemble de nos gènes, et qu'on le gardait jusqu'à notre mort. Et en fait, des premières études ont montré que des jumeaux monozygotes, donc issus du même œuf, qui avaient donc le même génome, qui avaient été élevés dans 2 familles différentes, lorsqu'on analysait leur génome, il était différent. Il était différent. Donc on s'est rendu compte que les gènes, le génome pouvait évoluer. Tout à fait. Donc l'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a une dame qui s'appelle Ariane Giacobino, qui est médecin généticienne en Suisse, à Genève, a démontré scientifiquement que lorsqu'une personne vit un traumatisme, que ce traumatisme est important et que la personne n'arrive pas à le dépasser, à le régler, que le traumatisme est en elle, eh bien, il y a une évolution des gènes, comme s'il y avait une cicatrice qui se mettait sur le gène. Et elle a prouvé scientifiquement qu'on retrouvait cette même cicatrice sur au moins 3 générations. 3 générations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les gènes, on a la couleur des cheveux, des yeux, etc. Mais ça veut dire qu'en fait, il y a l'émotion qui a été suscitée par le traumatisme non dépassé, qui est ancrée sur le gène, et du coup, qui se passe de génération en génération. Donc effectivement, on a aussi dans les schémas familiaux une répétition émotionnelle au même titre qu'une répétition physique, psychologique, etc. Et donc cet impact de nos ancêtres sur nous, ça peut remonter à combien de générations? Alors, on moi, le sait ou... c'est encore un peu hypothétique aussi. Alors 3, c'est sûr, puisque 3, ça a été sûr. prouvé. Oui. Moi, je travaille lorsqu'on peut avoir les renseignements. Alors, Tout à on n'est fait, pas oui. obligé d'avoir les renseignements sur 4, 5, 6 générations pour avancer. Oui. Attends, il faut le savoir. Mais par contre, lorsque j'ai pu aller plus haut dans les générations, en général, on parle de quintessence 5. 5 générations. Oui, 5 générations. qui Et c'est nous comme si la impactent, 6e, eh ben, elle remettait tout à plat et à zéro. Et on recommence. Et on Au bout de la recommence. 6e, on peut, alors sans avoir travaillé sur soi ou sur sa famille, ça se fait... Alors, il y a forcément un travail qui se fait. Alors, soit il se fait tout seul, soit Oui. la personne, quand en général une personne vient en thérapie et fait un travail en psychogénéalogie, c'est qu'en général, c'est la 5e génération, en tout cas pour la problématique pour laquelle elle vient, et que du coup, parce que quand on travaille sur soi, ben, du coup, ça veut dire que tout est nettoyé On pour va ce qui vient nettoyer, après. on va travailler pour C'est toute ça, la famille. c'est ça. Et ça, c'est génial. Ah ouais, c'est super. Hein, Ça. on va faire en sorte que voilà, des guérisons s'opèrent finalement, simplement en travaillant pour soi, en travaillant sur soi. Et c'est magnifique ça, c'est magnifique. Mais on s'aperçoit en fait que dans les schémas de famille, soit on répète, c'est-à-dire le schéma, soit on répare. Alors, comment ça se passe? Alors en ça, fait, quand je vous donne Oui. un exemple tout simple. Oui. Je vais prendre un couple. Imaginons que dans un couple, le mari soit dominant Oui, et que la femme soit soumise. oui, Eh bien, en dessous, chez les enfants, on aura soit en répétition l'homme, s'il y a un garçon, qui sera dominant et la femme soumise, Oui. soit on va réparer. Mais le problème, c'est que quand on répare en fait pas dans l'équilibre. C'est-à-dire que c'est la femme qui devient dominante et l'homme soumis.
Mais ce sera encore déséquilibré. On sera en fait dans une espèce de répétition, réparation déséquilibrée. Le travail en psychogénéalogie, c'est d'observer tout ça et de se dire, ben, maintenant on va travailler sur l'équilibre homme-femme, sans dominer, ni dominant, oui. dans le respect de chacun. Donc c'est ça le travail. Parce qu'en fait, soit on répète les mêmes schémas, soit on les inverse, mais du coup c'est très souvent déséquilibré. Ouais, ça ne solutionne pas. J'ai pas été aimée du tout, enfin, où je me suis pas sentie aimée, bah, du coup, je vais aimer mes enfants XXL jusqu'à les étouffer parfois. Les étouffer, ouais. Voilà, donc en fait, c'est souvent dans l'excès d'un côté ou de l'autre. Et oui, c'est pas bon. Ben non, c'est pas terrible en fait. Hein. Tout ce qui est dans l'excès n'est pas terrible. On est toujours à la recherche. Alors attention, l'équilibre en lui-même, si on est dans l'équilibre, il n'y a plus rien qui bouge. On tend toujours à l'équilibre. Voilà. Mais c'est vrai qu'on tend toujours à aller chercher un équilibre qui ne soit pas dans l'excès ni d'un côté ni de l'autre. Et c'est ça qui est chouette. Puis on réhabilite. On réhabilite l'homme, on réhabilite la femme, on réhabilite le couple, on réhabilite les métiers. En fait, on est là pour... Ce qui est important, c'est que dans chaque famille, il y a des valeurs, des croyances. Voilà. Et pour chaque famille, ces valeurs et ces croyances leur paraissent la vérité, la réalité familiale. Oui, et c'est ce qui détermine tous nos choix, nos valeurs et nos croyances. C'est ça. Hein, ce qui va nous apporter des belles choses ou ce dans quoi on va se sentir plein d'énergie, rayonnant, joyeux. C'est le résultat de nos croyances créatrices. Ça. En revanche, quand on vit des choses frustrantes, à l'origine, voilà, il y a une croyance limitante. C'est ça. Et on est responsable même si on a quand même, on est quand même impacté par notre famille, on est tout de même responsable de ce que l'on vit. On a le choix. Hein, de changer les choses. En tout cas, on peut le faire. Voilà, c'est ça qui est important. On peut le faire. Voilà, c'est aussi ce message que j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est que quel que soit ce que l'on vit, on peut changer les choses et il y a des superbes outils comme la psychogénéalogie pour changer notre destin. Effectivement, effectivement. Alors, ce qui est terrible et fabuleux à la fois, c'est que du coup, on est souvent dans une croyance ou une valeur et en fait, on ne la remet pas en question parce qu'elle fait partie d'une espèce de mythe familial. Une évidence. Donc du coup, on se dit, mais non, j'ai fait mon choix, c'est moi qui l'ai choisi, mais en fin de compte, on ne fait que suivre un chemin qui a été en fait guidé par la famille. Alors effectivement, parfois, ces croyances et ces valeurs sont extrêmement positives. Attention, on parle de la famille, mais elle nous apporte des choses exceptionnelles et extraordinaires. Fort heureusement, oui. Et puis parfois, comme tu l'as bien dit, Catherine, eh bien, il y a des croyances qui ne sont donc jamais remises en question, mais qui nous empêchent d'avancer, qui nous bloquent. Alors, je vais prendre un exemple tout simple. Cette dame qui me dit, voilà, je viens de rencontrer l'amour de ma vie. C'est un étranger, mais dans notre famille, on fait pas rentrer d'étrangers. Mon père m'a dit, quand j'étais enfant, pas d'étranger à la maison. Si tu amènes un étranger, tu ne rentreras pas, et lui non plus. Et elle me dit, du coup, je suis partagée entre l'idée de perdre mon amour et de perdre ma famille. Qu'est-ce que je dois faire un choix entre les deux. C'est ça. Parce qu'en fait, il y avait une croyance et une valeur, et en fait, on est allé chercher qu'à la 3e ou 4e génération, il y avait un étranger qui était venu dans la famille, qui s'était marié avec une femme de la famille, qui lui avait piqué tous ses sous, qui était reparti. Ça s'était pas bien passé. Et du coup, en fait, c'était ancré dans la famille que l'étranger n'était pas bon pour la famille. Peu importe l'étranger. C'était dangereux. Oui, oui. C'est ça. Et du coup, bien parfois, les gens, eh bien, ils restent dans cette lignée. Alors, ça s'appelle la loyauté. On parle de loyauté familiale. On est loyal aux croyances et aux valeurs familiales et on ne remet pas en question. On va retrouver comme ça des générations de médecins, des générations de notaires, des générations d'infirmières. Tout à fait. Hein, tout à fait. Et pas forcément des personnes qui vont être épanouies dans leur travail. Ah oui. Il y a des familles où on ne fait que des métiers intellectuels. Alors celui qui veut faire un métier manuel ou artisanal, c'est le paria. Et ben en fait c'est ça, il peut être mis de côté ou en tout cas tellement avoir peur d'être mis de côté qu'il n'ira pas. Qu'il n'osera pas, il s'autorisera pas. Tout à fait. Pas et l'inverse, il y a des familles où si on est l'intellectuel, on est l'intello de service et on est aussi mis de côté. Donc du coup, il y a une espèce de manque de liberté et manque de respect aussi. De tolérance et de tout respect. Tout à fait. C'est très enfermé. Il y a certaines familles et en fait, nous, psychogénéalogistes, on est là pour ouvrir ça.
en se disant, voilà, Mais- les autres peuvent, c'est-à-dire que chacun peut penser ce qu'il peut penser. Tout à fait. Voilà. Heureusement. Par contre, Hein. on n'est pas obligé de penser comme l'autre. Exactement. Parce qu'on a tous Hein. notre propre individualité, notre propre personnalité, et nous avons le droit d'accéder à nos propres choix. Oui. Voilà, on peut faire la même chose que notre père, que notre mère, que notre grand-mère, si ça nous convient, si ça nous plaît, si ça nous épanouit. Par contre, si c'est quelque chose qui nous bloque, qui nous donne un mal-être, on a le droit, parce que c'est notre vie, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on a le droit d'avoir le choix de créer notre vie. Hein. C'est très très important. Mais c'est vrai que quand on a la famille, toute la famille derrière et qu'on risque d'être mise à l'écart, c'est compliqué. C'est ça. C'est compliqué. La plus grande peur de l'être humain, c'est l'exclusion. Ah oui. Parce qu'en fin de compte, on n'est pas fait pour vivre seul. Non, On est fait pour vivre en groupe, en clan, en famille. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui font des choses pour être acceptés dans un clan. Je vais prendre un exemple tout Ils vont simple. se perdre. Regardez même les ados. Pour rester dans le clan, parfois on lui dit si tu veux rester avec nous, tu fumes cette cigarette. Voilà. La plupart des gens qui ont commencé à Ah, mais fumer me disent complètement. c'était pour faire comme les autres, pour rentrer dans le clan. Ce sentiment d'appartenance, C'est ça, il très est important. très très fort. La base de l'être humain, c'est l'amour et la reconnaissance. Mm. Donc l'amour en général, on l'a des parents en général, et la reconnaissance, c'est pareil, on l'a aussi des parents, mais quand on n'a pas ça, puisqu'il y a des gens qui ne savent pas faire, c'est pareil. Si on n'a pas été construit dans l'amour et la reconnaissance, parfois on ne sait pas le donner à nos enfants. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop juger rapidement. Donc du coup, tous ces gens qui n'ont pas reçu d'amour et de reconnaissance des parents vont aller le chercher ailleurs, chez les amis, les copains, tous les gens qu'ils rencontrent. Et du coup, pour avoir de l'amour et de la reconnaissance des autres, eh bien, on fait parfois des choses qu'on n'a pas envie de faire. Tout à fait. Mais si on ne le fait pas, ils vont encore pas nous reconnaître. Ce sera encore plus compliqué. C'est ça. De ne pas le faire que de... Donc parfois on ne se respecte pas. On dit oui quand on a envie de dire non, on fait les choses alors qu'on n'a pas envie de les faire. Et on se déteste et on est très en colère contre Et soi-même. on n'est pas aligné, Tout donc à fait. on n'attire pas à soi non plus ce que l'on souhaite, ce qui serait bon pour nous. Tout à fait. Donc ce travail, la base de ce travail, c'est de retrouver pour chaque personne son individualité. C'est-à-dire, j'ai conscience que je viens d'une mère de toute sa famille, d'un père de toute sa famille, Oui, ça fait du monde, on n'est pas tout seul, mais par contre, j'ai le droit d'être moi. J'ai le droit de développer mes propres pensées, mon propre chemin. Je prends tout ce que j'ai vécu, c'est de l'expérience. Ma famille m'apporte l'expérience. Mais l'expérience, c'est aussi ce qui doit nous permettre de mettre en place une réflexion. J'ai connu ça, on m'a expliqué ça. Par contre, est-ce que c'est bon pour moi ? Si c'est bon, j'y vais. Si j'estime que ce n'est pas bon, je ne suis pas obligée d'y aller. Donc en fait, on travaille sur tout ça. Et quand c'est difficile, parce qu'il peut y avoir des résistances, justement, pour ne pas sortir du clan, on travaille sur l'estime de soi et l'amour de soi. Qui mieux que nous peut nous aimer ? Parce qu'en fait, les autres, ils ne jettent un regard sur nous, en fait, que sur notre image. Mais à la base, c'est nous qui devons prendre conscience que nous sommes quelqu'un de bien, que nous faisons des choses chouettes. Alors attention, on est des êtres humains. On ne fait pas toujours que des choses bien. Parfois, il nous arrive de faire des bêtises. Voilà, ça, c'est normal. On expérimente. Mais qui mieux que nous peut nous dire, ma foi, mais Véro, je suis fière de toi. Mais oui. Tu es aujourd'hui en face de Catherine à CFM et c'est plutôt chouette. Ah, merci. Donc c'est ça qui est très sympa. C'est qu'à un moment, il faut aussi s'apprendre à se dire, je mérite. Je suis aussi quelqu'un de bien. Et c'est ça qu'on va apprendre. Et ça n'a rien à voir, c'est pas se mettre sur un piédestal. Pas non, c'est juste en fait s'accueillir comme on est. C'est déjà se donner l'amour que l'on doit se donner. Tout à fait. La première personne qui doit nous donner de l'amour et de la reconnaissance, c'est nous. Bien sûr. Et on va souvent le chercher en dehors de nous et c'est ce qui vient en dehors de nous, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ça. Mais c'est un leurre la plupart du temps. Mais oui. Voilà. Et puis nos parents sont nos références. On aimerait qu'ils nous disent qu'ils nous aiment, qu'on est merveilleux, etc. Mais des fois ils savent pas faire. Non, ils n'ont pas appris non plus. plus. On n'a pas fait pour eux. Moi je pense que tous les parents font du mieux qu'ils peuvent avec leur histoire, avec ce qu'ils ont appris, les expériences
qu'ils ont faites et on ne peut pas leur en vouloir longtemps en tout cas, même si on leur en veut quelquefois. C'est ça. Hein, Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. c'est exactement Voilà. ça. Ça ne veut pas dire qu'on va tout excuser. Non. Parce que moi, les gens me disent oui, mais attention, moi, on m'a Non. fait du mal. Je leur dis, mais attendez, ça n'a rien à voir. Mm. Voilà. Parfois, on peut avoir de la rancœur envers quelqu'un, mais on peut comprendre pourquoi il a agi de cette façon. Et c'est très apaisant. On peut en fait. pardonner. Oui, Hein. on peut se dire, ok, alors, même si je lui pardonne pas tout de suite parce que j'ai un chemin à faire, Bien sûr. je peux comprendre qu'il ait fait ça et qu'il n'ait pas eu d'autres moyens que de faire ça. Du coup, ça s'apaise plus facilement et puis du coup, on s'apaise à l'intérieur. Bien sûr, Parce parce que que la rancœur, Le premier ça- pardon, ça c'est mine, hein. nous avec nous-mêmes, hein, en fait. Hein, donc, c'est ça qui est important. Et est-ce que tu crois que on choisit sa famille avant de s'incarner, avant d'arriver, avant de naître Alors ça, c'est un vaste débat, en fait. Oui. C'est assez bouddhiste, ça, Oui. dans la philosophie. Alors, ça, je ne saurais pas y répondre. Par contre, ce que je peux répondre quelque chose, c'est que nos enfants nous font grandir. Oui, Voilà, je pense que les enfants nous élèvent. Nous élevons nos enfants, mais eux nous élèvent dans un autre sens. Et je pense qu'ils sont jamais là pour rien. c'est vrai. La psychogénéalogie, donc tu me disais que tu interviens dans des EHPAD. Oui, le fait que qu'il puisse y avoir eu une avancée au niveau épigénétique, au niveau médical en fait et scientifique, fait que du coup, aujourd'hui j'ai la chance de travailler avec des personnes qui travaillent avec des médecins. Enfin, je travaille avec des médecins, des soignants. Et parce qu'on s'est rendu compte que dans les hôpitaux, dans tous les établissements hospitaliers, et notamment dans les EHPAD, il y avait quand même des sacrées résonances entre les soignants, les patients, les collègues et la direction et les familles. Et parfois, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Un soignant, allez, je prends une infirmière. Une infirmière a passé son diplôme d'infirmière. Alors, petite parenthèse, dans infirmière, il y a infirme hier. Très souvent, l'infirmière est là parce qu'il y a eu un infirme hier dans sa famille et que du coup, elle, qui n'a peut-être pas, dont on ne s'est pas occupé, et peut-être qu'en réparation, l'infirmière ou l'infirmier vient réparer ça. Et ça, si tu veux, On en parlera après. parlera après. Hein, Tout à c'est fait. le langage des oiseaux. Tout à fait. Oui, c'est Dans la symbolique très, des très métiers. intéressant. Et ça, c'est chouette. Oui. Et d'ailleurs, on en reparlera. Oui. C'est un futur livre. Et du coup, imaginons que cette infirmière elle doit s'occuper de personnes âgées, doit gérer la famille, travaille aussi dans un environnement collectif avec ses collègues et la direction. Il y a une chose qui est importante, c'est que cette infirmière vient avec toute son histoire. Et on l'a vu, eh bien, on porte l'histoire de la famille avec ses croyances, avec ses valeurs, avec tout ce qui s'est passé. Elle va avoir devant elle déjà quelqu'un qui est très âgé. Donc il y a une résonance, une espèce de projection de est-ce que moi je vais pas être comme ça quand je serai plus vieille. Il y a aussi, et ça c'est une parenthèse parce que c'est une histoire que j'ai vécue, enfin que j'ai vue avec une infirmière, une très jeune infirmière qui avait été abusée quand elle était très jeune, qui n'avait pas dépassé, et on peut le comprendre, ce traumatisme, qui rentre dans la chambre d'un papy qui est en train de se masturber. Et là, elle n'a pas réfléchi, ça a été pulsionnel, elle a levé la main sur lui. Alors oui, certes, c'était de la maltraitance, Oui. sauf que en fait, elle a mis sur cette vision de ce papy qui était juste en train de se faire du bien, tout ce qui lui était arrivé et ce qui avait été fait par un monsieur qui était âgé aussi. Et ça s'appelle en fait une résonance, c'est-à-dire que comme elle n'avait pas dépassé, travaillé sur cette problématique, c'était en elle et du coup, eh bien, elle est allée l'inscrire dans son travail. Alors, certes, une erreur professionnelle, une faute professionnelle, mais sur laquelle il fallait travailler. Donc déjà, permettre aux soignants de faire une petite analyse de leur histoire pour comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils font ça, qu'est-ce qu'ils ont vécu, peut-être même dépasser certains traumatismes, évite certaines résonances. Exactement. Poser les bonnes questions. Cette petite dame en EHPAD qui refusait de prendre la douche, mais avec panique. Et il fallait bien qu'elle se lave. Donc on y allait un petit peu en force.
Et un jour, quand même, le médecin coordinateur voit la fille de la dame en lui disant, mais est-ce que votre maman a eu un souci avec l'eau, etc. Ou la douche, parce qu'elle refuse de prendre la douche. Et la fille de la dame lui dit, en fait, il y a toute sa famille qui a été gazée pendant la guerre. Oh là là, oui. Donc ça, c'était aussi une question à poser. Donc j'interviens pour que les soignants en connaissent un peu mieux sur eux. Voilà, parce que quand Sur on leur commence sur histoire. leur histoire, apprennent à poser les bonnes questions. Parce que c'est important parfois de savoir que cette personne a pu vivre ça. Et puis du coup, on lui dira pas peut-être les mêmes mots qu'on va dire à une autre personne. Et puis, ce qui est génial, c'est que, et ça on peut le faire dans toutes les entreprises, il y a un parallèle de ce qu'on vit dans l'entreprise avec notre vie familiale. Si par exemple je n'ai pas eu de reconnaissance de mon père, eh bien je vais avoir un patron, en tout cas celui qui détiendra l'autorité, qui représentera on va dire la symbolique de mon père et de qui je vais attendre la reconnaissance. Ça ne va pas toujours marcher d'ailleurs, parce que s'il y a un parallèle, on peut avoir un patron, une patronne qui va être dans la même énergie que mon père et j'aurai peut-être pas effectivement de la reconnaissance ou de l'amour comme je le cherchais. Mes collègues de travail vont parfois représenter mes frères et sœurs. Donc il y a vraiment un parallèle génial à faire entre la vie de famille, tout ce qu'on n'a pas réglé dans la vie de famille et ce qu'on va chercher au niveau du travail. Donc en fait, j'interviens pour tout ça, pour que les personnes se connaissent mieux, connaissent leur histoire, règlent d'abord leur vie de famille avant de la régler au travail, parce que c'est pas forcément l'endroit. Oui. Et du coup, c'est génial. Et puis travailler avec des médecins à l'heure actuelle dans ce que je fais, je trouve que c'est un beau cadeau. Être dénoué des problématiques qui vont changer la vie, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux parce qu'en même temps, cet outil... je ne veux pas minimiser, mais il est simple d'utilisation. Je veux dire, on ne part pas dans des choses extrêmement compliquées. C'est pas facile, mais c'est relativement simple. Alors l'outil est simple parce que c'est les gens qui nous apportent tout. C'est-à-dire que nous, on n'invente rien. Et comme je le disais, j'ai pu travailler sur des orphelins. Parce qu'en fait, quand on est orphelin... Comment ça se passe quand on est orphelin et qu'on n'a pas d'informations de sa famille? Eh bien, quand on est orphelin, déjà, on sait qu'on porte diverses problématiques, même sans connaître la famille. Le manque d'abandon, le manque d'amour, le manque de reconnaissance. Oui. Donc déjà, on va travailler sur l'estime de soi. Déjà. Voilà, déjà. Et après, alors quand on est adopté, souvent, les parents adoptants ont des problématiques similaires aux géniteurs. Donc, c'est assez rigolo parce qu'on retrouve comme ça, on fait des parallèles. Mais la personne qui est orpheline, mais déjà, elle va porter une problématique qui est en lien avec le fait d'être orphelin. Oui. Donc, en fait, on va déjà travailler là-dessus. Voilà. Et après, effectivement, suivant l'histoire de la personne, c'est elle qui nous apporte les renseignements. Nous, on n'invente rien. On va monter l'arbre, je monte l'arbre, génogramme, génosociogramme, je dépose tous les renseignements et là, j'analyse. Alors, l'analyse, quand on est thérapeute, ça fume un peu par les oreilles parce qu'on regarde tout. Les dates de naissance. Énormément d'informations. Oui, les dates de naissance, les dates de conception, les dates de décès, les dates de mariage, les prénoms, premier, deuxième, troisième prénom, les métiers, les maladies, les liens, les enfants décédés. Enfin, toutes ces choses-là. Oui, des faits marquants dans la vie. Les événements marquants, aussi, tout à fait. Donc, on a un ensemble de tout ça. Donc ça s'apprend puisque moi je suis formatrice en psychogénéalogie, donc je forme des gens qui viennent apprendre ça. Et après, en fait, nous guidons les gens et nous avons un outil qui est fabuleux parce que pendant des années, j'ai reçu des gens qui me disaient, j'ai fait des thérapies, j'ai compris plein de choses, mais j'en fais quoi? Parce qu'il ne suffit pas toujours de comprendre. Je peux comprendre parce que je suis intelligente, je peux comprendre qu'il m'arrive ça parce qu'il se passe ça dans ma famille, parce que ça, on a tous cette capacité de compréhension. Mais après, comment on fait? Oui, j'en fais quoi? Exactement. Et donc moi, je travaille avec ce que j'appelle des actes symboliques. En fait, c'est des actes de déprogrammation et reprogrammation. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont... Ces actes sont de plusieurs ordres. Il y a des actes qui sont dans la matière. Je vais vous parler d'un monsieur
Alors lui qui a appelé cette technique la méta-généalogie, qui s'appelle Alejandro Jodorowsky, qui était un psychiatre, je crois qu'il est colombien, qui lui faisait faire des actes symboliques, mais vraiment dans la matière. Vous arriviez en disant « Oh là là, je porte les casseroles de toute la famille », eh bien il était capable de vous faire marcher toute une journée avec 10 casseroles accrochées aux pieds, des vraies casseroles, et à la fin de la journée, on coupait les casseroles. C'était ça l'acte symbolique. Ouais. Voilà. Donc, vous arriviez en disant, là, je porte tout le poids de la famille sur les épaules. Il vous faisait marcher avec un sac à dos rempli de 15 kilos de cailloux pendant une journée entière. Wow. Et à la fin de la journée, on virait les cailloux. Ça, c'était l'acte symbolique. Alors, moi, je vous rassure, je ne fais pas faire ça. C'est pas toujours simple de se balader avec 10 casseroles aux pieds. Mais on fait des actes symboliques écrits. En fait, on travaille donc dans notre cerveau. Alors, je ne vais pas faire un cours sur le cerveau parce que d'abord, on ne connaît pas encore grand-chose du cerveau. Et puis, malheureusement, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On va parler des métiers aussi et des noms. C'est ça. Mais en fait, on travaille, on est dans notre conscient. Tout ce qu'on fait, c'est dans le conscient. Et la plupart de nos fonctionnements sont dans l'inconscient. Par un jeu d'écriture de la main opposée à celle où on écrit, en fait, je vais moi créer, enfin tous les psychogénéalogistes vont créer un acte écrit que la personne va écrire puis ensuite brûler sur la déprogrammation avec des mots spécifiques et des phrases. Ça, c'est une technique en fait qu'on va apprendre. Et derrière, un deuxième acte où elle va se reprogrammer sa nouvelle vie, son nouveau fonctionnement. Parce qu'on ne laisse jamais quelqu'un dans le vide. On ne peut pas déprogrammer quelque chose sans en remettre un autre à la place. Voilà, ça c'est impératif. C'est comme ça qu'on va travailler. Vide, hein. C'est ça. Donc si on ne veut pas que quelque chose... Ah ben sinon on tombe. Ah oui. On tombe, on est dans le vide, les gens peuvent déprimer. C'est pour ça que souvent, si on enlève un programme à quelqu'un et si on ne met pas un autre fonctionnement à la place, la personne, souvent, elle déprime, elle tombe en dépression et elle est dans le vide et c'est pas bon du tout. Donc, il faut toujours, c'est le fait des addictions. Souvent, on enlève une addiction, mais on ne met pas un autre fonctionnement à la place. Les gens, ils retournent à l'addiction ou à une autre addiction. Oui. Donc, c'est toujours comme ça. J'enlève quelque chose, je remets quelque chose à la place. Comme tu le disais, la nature a horreur du vide. Tout à fait. C'est important. Alors, notre nom. Hein, c'est pareil, ça va déterminer bien souvent les choix de vie. Alors nom et prénom. Surtout les prénoms. Le nom, il nous est donné par la famille. Mais le prénom, il a toujours une histoire et une symbolique. Et là aussi, moi je pense que en fait on choisit. L'enfant choisit son prénom. Notre enfant nous le souffle, on le souffle à nos parents. Enfin bon, hein, ça n'engage que moi, mais c'est pas un hasard non plus. En tout cas, c'est jamais un hasard. Le prénom, soit il se trouve dans la famille et ça, on peut faire porter le prénom de la grand-mère, du grand-père, de l'arrière-grand-mère, etc. Le problème, c'est quand on donne à quelqu'un le prénom de quelqu'un de la famille, on lui fait porter une partie du programme de cette personne. Voilà, je voulais te demander, ça a un impact. C'est lourd. C'est lourd. C'est pas forcément quelque chose qui va aider. Voilà. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui. En fait, on veut faire plaisir en mettant le prénom du grand-père, mais le grand-père, il a peut-être une vie terrible. Et du coup, l'enfant qui porte le prénom du grand-père va se récupérer une partie du schéma. Voilà, donc attention au niveau des prénoms. D'accord. Voilà. Oui, un prénom qui n'est pas porté... Bon, après, si on ne connaît pas ses ancêtres et... on peut choisir. Tout à fait. Et puis attention, après, c'est pas toujours négatif. Oui, voilà. oui. Puis après, tu parlais du langage des oiseaux. En fait, c'est le fait de pouvoir lire dans un mot autre chose que ce qu'il veut dire. Alors, je prends un exemple. Alors, je prie à toutes les Violaines de m'excuser, mais dans le prénom Violaine, il y a viol et haine. Et effectivement, dans tout ça, on peut imaginer que dans cette famille, il s'est passé quelque chose pas sympa. Terrible. Voilà. Donc en fait, dans chaque prénom, dans beaucoup de prénoms, on peut faire le langage des oiseaux. Hein. L'eau rend. L'eau, elle rend quoi? L'eau, le noyer, voilà, donc le rené qui renaît 2 fois. Donc il y a plein de choses comme ça. Quand on va chercher, c'est très, très intéressant. Comme dans les métiers. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans mon ouvrage là, qui sort très très bientôt, je suis allée chercher la symbolique des métiers. Hein, ouvrez la porte à votre polypotentialité, hein, et découvrez la symbolique des métiers de A à Z, hein, de Véronique César Kortoulewski.
un ouvrage qui va sortir Voilà, le 12 juin. très 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 bientôt. Je vous le conseille vivement, hein. Donc là, dans cet ouvrage, la symbolique des métiers, Ben là, c'est pareil. Il n'y a jamais de hasard pour qu'on fasse un métier. Alors, soit effectivement, on reproduit le métier de papa-maman ben parce qu'on n'a pas forcément le choix. Parce oui, que, qu'on les choisit inconsciemment ou pas. C'est hein, il n'y ça. a pas de hasard. C'est ça. hein. On peut aussi réparer, c'est-à-dire que ma mère aurait voulu faire ce métier, mais Oui. ses parents n'ont pas pu lui payer les études. Donc. Et ben l'enfant, parfois même sans le savoir, peut faire le métier que n'a pas pu faire la mère ou le père. Et ça peut générer d'ailleurs des conflits. Parce que, imaginons, une dame aurait rêvé d'être infirmière. Je reviens infirmière parce que c'est le plus simple. Ses parents n'ont pas pu lui payer les études. Par contre, donc elle a été très très frustrée. Elle a fait un autre métier. Et puis sa fille, elle devient infirmière. Parce que sa mère lui a dit c'est un métier génial, j'aurais rêvé de faire ça. Alors la fille est contente, elle se dit je fais le métier rêvé de ma mère. Sauf qu'elle renvoie aussi à sa mère ce qu'elle n'a pas pu faire. Et il peut y avoir un conflit de jalousie, par exemple, entre la mère et la fille. Et la fille peut arriver en disant je comprends pas, pourtant je fais le métier qu'aurait rêvé de faire ma mère. Elle l'adore et pourtant on peut pas en discuter, je peux pas le partager avec elle à chaque fois. Tout à fait. On n'est pas d'accord ou on se dispute et moi j'aimerais bien partager ce qu'elle aurait aimé faire et ça marche pas quoi. Voilà, donc dans les métiers il n'y a jamais de hasard et puis il y a des métiers qui sont spécifiques, qui veulent dire quelque chose. Donc ça vous le trouverez au niveau du livre. Alors pour le moment il y a 57 métiers parce qu'il faut bien commencer. Oui. Et puis je voulais savoir ce qu'en pensaient les gens. C'est important aussi d'avoir un retour. Mais moi ça m'a beaucoup intéressé de le faire. Et puis aussi je parle de la polypotentialité. D'ailleurs c'est un mot qui m'appartient, que j'ai déposé parce que je me suis rendu compte que la culture, les parents, l'éducation nous amènent plutôt à des choses qui sont en fait très dirigées sur un seul chemin. On dit aux enfants, eh bien tiens, tu vas faire ce métier parce que là au moins il y a des portes ouvertes, tu vas être sécurisé. Il y a des débouchés, sa vie. Voilà. Et moi j'ai des jeunes qui viennent me voir parfois et qui me disent, j'aurais adoré faire ce métier-là, mais il n'y a pas de débouché. Alors moi je leur dis souvent, il y a de la place pour tout le monde. Oui, puis je leur dis, mais alors s'il n'y a pas de débouché, il existe encore le métier? Alors ils me regardent en me disant, oui, pourquoi vous me dites ça? Je dis, parce que s'il n'y a plus de débouchés, je suis quand même étonnée que le métier existe encore. C'est quand même qu'il doit y avoir quelques débouchés. Et je dis toujours aux gens, quand on est passionné par quelque chose, même s'il n'y a pas beaucoup de débouchés, on arrivera à trouver de la place. On arrive, on crée, on innove. Bien et c'est sûr. là qu'on va aller plus loin, faire évoluer même le métier. Et en général, on gagne même très bien sa vie quand on fait ce qu'on aime. On est d'accord. Et parce qu'on n'a même pas l'impression de travailler. C'est ça. C'est ça. On a l'impression d'aller avec plaisir à un endroit. Et la polypotentialité, c'est aussi tous les gens qui ont plein de potentiel et puis qui ne les utilisent pas. Oui. Il y a des gens en fait qui voudraient faire plein de choses à côté de ce qu'ils font mais qui n'y vont pas parce que ça se fait pas. Ils n'osent pas tout simplement. Voilà. Moi j'ai un ami à moi, je le cite d'ailleurs, qui est chirurgien dentiste et qui voulait devenir faire des one-man shows, être comique. Et tout le monde disait mais non, tu es quand même un statut de chirurgien dentiste. Et lui il y est allé. Parce qu'il s'est mais oui, on peut faire les deux, il a dit. Je peux être à la fois chirurgien dentiste et puis faire rire les gens. Alors après, faire rire les gens quand ils ont la bouche ouverte, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, sur une scène, je l'ai vu, il est plutôt pas mal. Voilà, et c'est ça. Alors, il y a une partie de mon histoire, les 10 premières pages sont autobiographiques parce que je suis une polypotentialiste. J'ai fait plein de choses dans ma vie, on m'a beaucoup traité d'instable et d'éparpillée. Et moi, je suis la plus stable des instables parce que j'ai toujours fait ce que j'ai voulu faire dans ma vie. Et chaque fois que j'ai fait quelque chose, ça m'a apporté et construite pour la chose d'après. Voilà, c'était... c'est une construction, c'est comme un Lego. Une marche. Moi j'aime le puzzle, c'est ça, le puzzle de notre vie qui s'organise, un petit morceau. On voit pas tout, on n'a pas la vue d'ensemble, on comprend pas toujours, mais à mesure que voilà des morceaux arrivent, s'imbriquent, ça devient une évidence et un beau dessin, une belle image apparaît et c'est notre vie. C'est ça. Et donc, pour tous ces gens qui se pensent instables ou qu'on dit instables ou éparpillés, je leur dis non, vous n'êtes ni instable ni éparpillé, vous êtes juste polypotentialiste. Cultivez-le, ouvrez la porte, parce que c'est ça qui fait notre richesse. Voilà. Demain, il peut m'arriver quoi que ce soit, je sais rebondir. Quelqu'un qui a travaillé pendant 40 ans ou 30 ans dans une entreprise qui ferme, souvent ne sait plus, c'est plus compliqué parce que du coup on l'aura tellement réduit en fait à un seul champ d'action
qu'après c'est compliqué. Oui, parce Donc, que les autres parties sont atrophiées c'est quelque ça, part. Elles n'ont c'est pas ça. été nourries. Elles peuvent même C'est ça. mourir quand on ne nourrit pas certaines facettes C'est de ça. Alors je nous-mêmes. dis pas que c'est pas bien, attention. Puis il y a Oui, des gens qui sont pas qui- du qui tout sont- polypotentialistes et on respecte Et- tout à Et puis fait. qui se retrouvent dans une seule On est d'accord. branche. Hein, On est d'accord. hein, mais voilà, quand on ressent de la frustration, quand on n'est pas dans la joie, quand on n'est pas hein, dans l'expansion, c'est que voilà, il y a quelque chose qui ne nous convient pas et ça le mérite. Il faut aller creuser. Hein. C'est le rapport avec la psychogénéalogie parce qu'il y a des familles où, bah, par exemple, les familles où on doit être tous avocats, médecins, etc., et ben, c'est comme si la famille ne donnait pas le droit à ouvrir la porte à faire autre chose. Oui. Donc en fait, on est en plein. Ce deuxième livre, en fait, il vient après la psychogénéalogie parce que justement, bah, il permet bah, de s'ouvrir à tout ce qui était fermé. Donc c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup. Avec plaisir. Véronique César-Kortoulevski. Je t'écouterai pendant des heures. Il faudra Merci. refaire une autre émission hein, si tu le Pourquoi veux pas. bien. En tout cas, voilà, dans votre vie, si vous ne trouvez pas des clés, des outils, ne restez pas. Je veux dire, la psychogénéalogie, c'est vraiment un outil fabuleux pour se découvrir, pour apprendre d'où l'on vient et pour mieux savoir où l'on va. Hein. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'ai été ravie de participer à cette émission avec toi, Catherine. Merci. Et merci à tous. Voilà.